Voilà le titre de mon intervention. Je pense que vous pouvez le lire. Voilà. Et je vais partir d'une citation du dernier ouvrage important en matière de politique linguistique et de didactique des langues proposé par les experts du Conseil de l'Europe. Il s'agit du guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculum pour une éducation plurilingue et interculturelle qu'a coordonné justement Jean-Claude Béacourt. Et cette citation est la suivante: toutes les occasions pertinentes doivent être utilisées pour encourager la mobilisation des acquis dans les langues enseignées ou connues des élèves afin de faire émerger les convergences et de gérer au mieux le développement de leur répertoire plurilingue. Avant de nous interroger sur ce que peut signifier concrètement pour un apprenant migrant disposant d'une ou de plusieurs langues connues mais pas nécessairement enseignées, ce que va pouvoir dire cette citation, on fournira rapidement des repères sur l'origine de cette orientation didactique et sur le lien qu'entretiennent avec elle des approches des langues et des cultures que nous appelons approches plurielles. L'orientation didactique affirmée est une conséquence directe de la façon dont, 10 ans auparavant, le cadre européen de référence pour les langues, Conseil de l'Europe, envisage la compétence plurilingue et pluriculturelle des individus. Le cadre insiste sur la globalité de cette compétence. Un même individu ne dispose pas d'une collection de compétences à communiquer distinctes et séparées suivant les langues dont il a quelque maîtrise, mais bien d'une compétence plurilingue et pluriculturelle qui englobe l'ensemble du répertoire langagier qui est à sa disposition. Faute de temps et aussi de capacité à le faire de façon originale, je ne parlerai pas ici des aspects culturels. Je soulignerai simplement qu'à l'intérieur de cette compétence globale plurilingue, les langues interagissent entre elles. Les didactiques antérieures en avaient retenu la notion d'interférence, c'est-à-dire de transfert d'une langue déjà connue à une autre langue en cours d'apprentissage, conduisant à des expressions ou interprétations non conformes au système de la langue cible. Mais elle ne prenait pas en compte les transferts positifs, sans doute beaucoup plus nombreux. Ceux qui, par exemple, font que, connaissant bien l'allemand, et contrairement aux locuteurs du français qui ne le connaissent pas, je n'ai pas de problème personnellement avec l'ordre des mots dans les énoncés japonais, que ce soit le problème de la place du verbe, qui est normalement en position finale dans certains cas en allemand, ou de l'ordre des éléments, qui est égal dans le groupe nominal. Autrement dit, je dispose de capacités de structuration en expression ou en compréhension qui aujourd'hui fonctionnent à la fois pour l'allemand et pour le peu de japonais que je maîtrise. La conception globalisante de la compétence plurilingue s'appuie sur des résultats de nombreux travaux en psycholinguistique dont on trouvera un bilan intéressant dans Erdina et Esnor. Si la compétence est globale, il ne faut pas, comme le préconisaient les orientations didactiques dominantes de la seconde moitié du siècle dernier, empêcher l'apprenant de se référer à sa compétence existante lorsqu'il élargit sa compétence à une nouvelle langue. En se référant à sa compétence existante, il ne fait que mettre en œuvre une démarche naturelle d'apprentissage, la référence au connu pour acquérir le nouveau, mise en évidence par le constructivisme et décrite par Piaget dès 1975 en termes d'assimilation et d'accommodation. Il faut au contraire aider l'apprenant à construire une compétence articulée, que ce soit en termes d'éléments communs ou divergents. Pour agir ainsi, l'enseignant doit proposer aux apprenants des activités qui portent simultanément sur plus d'une langue. C'est exactement cela que nous retenons comme définition pour ce que nous appelons les approches plurielles.
Nous appelons donc approche plurielle des langues et des cultures des approches didactiques qui mettent en œuvre des activités impliquant à la fois plusieurs variétés linguistiques ou culturelles. Aujourd'hui, on distingue généralement 4 approches plurielles qui se sont construites de façon relativement indépendante depuis un peu plus de 30 années en Europe. L'éveil aux langues, l'intercompréhension entre les langues parentes, la didactique intégrée et l'approche interculturelle. Je ne peux les développer ici et je vous renvoie aux premières pages d'un ouvrage récent que je donnerai en bibliographie. Si l'école veut appliquer les propositions qui viennent d'être exposées à des apprenants qui parlent une autre langue à la maison que la langue ou les langues majoritaires dans le pays et qui sont utilisées comme véhicule d'enseignement, elle peut bien sûr envisager des formules de type enseignement bilingue, faisant de la langue de la famille une des langues qu'elle enseigne. Il peut ainsi, dans chaque enseignement de langue, établir des liens avec les autres langues apprises. On parlera alors de didactique intégrée. Si cette formule est envisageable, et le plus souvent souhaitable, pour des élèves parlant une langue minoritaire autochtone, c'est-à-dire qui s'est développée historiquement sur le territoire du pays, des limites sérieuses apparaissent dans le cas des enfants issus de la migration. Des limites d'ordre pratique et budgétaire d'abord. Comment organiser et financer des écoles bilingues pour l'ensemble des écoles des langues de la migration, quand on sait qu'elles se comptent par dizaines, avec une grande dispersion à travers le territoire national. Mais aussi, et c'est plus grave encore, des limites d'ordre social et éthique, dans la mesure où cela reviendrait à isoler les différentes communautés dans des écoles ou classes ghettos qui leur seraient réservées. Il existe une approche plurielle, l'éveil aux langues, dont la définition même inclut le recours à d'autres langues que les langues enseignées à l'école. L'éveil aux langues, ce n'est pas l'enseignement d'une langue particulière. Mais bien sûr, ça peut soutenir cet enseignement, le préparer, le compléter. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche qui est caractérisée par des activités qui portent simultanément sur plusieurs langues de tous statuts, y compris des langues que l'école n'a pas l'intention d'enseigner. L'éveil aux langues s'est développé à l'origine en Grande-Bretagne pendant les années 80 sous le nom de Language Awareness, grâce à l'impulsion de Eric Hawkins, et là aussi, je vous donnerai de la bibliographie. Dès le début, mais aussi dans des programmes développés par la suite, en particulier en Suisse, puis en France, dans les années 90, et ensuite dans des projets européens qui s'appellent Evlang et Janua Linguarum, l'idée d'introduire parmi ces langues non enseignées des langues parlées par les élèves dans leur famille était présente. Avant de développer ce point, il est utile de montrer par 2 brefs exemples ce qu'est l'éveil aux langues. Le premier exemple sera européen, tiré de l'ouvrage d'enseignement Les langues du monde au quotidien, un ouvrage français, destiné à des enfants de 7 ans à 9 ans, et le second, dans quelques instants, sera japonais, et il a été préparé et expérimenté en classe par Miyu Mochizuki et Mayo Omaya, qui vont vous le présenter dans une minute. Alors, revenons donc à ce petit chaperon rouge. Comme vous le voyez, les enfants travaillent en même temps sur beaucoup de langues, l'allemand, l'anglais, le breton, le chinois, le finnois, etc. Je vous laisse le temps de les lire. D'accord ? On commence par travailler avec les couvertures de l'album pour introduire le thème, pour demander aux élèves de formuler des hypothèses sur les langues en question. Voilà. Et voilà 1 ou 2 activités. Une activité qui porte sur le chinois pour des élèves français, où on leur demande de trouver eux-mêmes le mot rouge dans le titre et le mot petit. Et bien sûr, comme vous le voyez, ils peuvent s'aider. Voilà, ils trouvent cela. Et qu'est-ce que l'on fait avec?
eh bien, on peut travailler sur l'ordre des mots. Il y a un travail syntaxique, de métalinguistique. Autre exemple de travail sur le petit chaperon rouge, très rapidement, on peut demander aux élèves, en leur donnant les textes dans 4 langues, par exemple, le finnois, l'allemand, l'italien, je crois, oui, et le français, on peut leur demander de trouver eux-mêmes comment est-ce que l'on dit oreille, comment est-ce que l'on dit yeux, comment est-ce que l'on dit entendre, manger, etc., dans toutes ces langues. Les enfants travaillent, ils font cela, ils sont capables de le faire. Des enfants de 9 ans, par exemple. Voilà, je donne la parole maintenant à Mayo, je pense. Voilà, et puis la souris, Mayo. こちらにいらっしゃる望月さんと一緒に奈良市の小学校で40人の小学生を相手に行った、言語への目覚め活動についてご説明いたします。簡単に手順についてご説明します。6年生の、外国語活動というカリキュラムの、一環で行いましたが、40人の生徒児童に、まず4人1組のグループを作ってもらいます。 10グループできますけれども、その全てのグループに48枚のカードをバラバラにしたカードを、配ります。48枚のカードには何が書かれているかというと、4つの言語で月の名前が1月から12月まで書かれています。バラバラになっています。例えば今16枚こちらに抜き出してあるんですけれども、これ皆さんご覧になって4つの言語に分類できるでしょうか。私たちは小学生に今渡したカード48枚のカードは 4つの言語で1月から12月までの月の名前が書かれているので、言語ごとに4つに分類してみてくださいというようなことを言います。で小学生は、こちらに書かれている、カードを類似性を頼りに4つに分類します。皆さんも見ていただけたら分かるように、例えば「ゆえ」とか「ウォル」とか共通するものがありますね。それを分類します。そして4つに分類できたら、今度はまだ1月から12月までの順序はバラバラですね。どういうふうに並べていいかわからないので、今度は音声で教師が、例えばベトナム語はさっきやったんですけども、ベトナム語を望月さんが話せるので、ベトナム語で1月から12月まで順に言います。あるいは教師が、知らない言語に関してはビデオの映像を使って12月まで順番に音声で言います。でそれを音声を頼りに子どもたちはカードを順番に並べます。1月から12月まで並べます。それとどんな表ができるかというと、こんな表ができます。はい。で、この段階で10秒間だけ子どもたちにこの表を見ていいよというようなことを言います。そして10秒間見たら、この表全部カードだったので、もともとカードだったので、それを全部バラバラに直して片付けてもらいます。はい。そして次に何をするかというと、前の黒板に大きくこういう穴埋めのある表を貼ります。そしてさっきの表10秒間で覚えていいって言ったけど、大体覚えてないので覚えてないんですが、いろいろ並べながら考えたルールとか、この表全体を見ながら縦の言語内でのルール、あるいは隣の言語との比較を通して気がついたルールなどを頼りに穴埋め問題に子どもたちがチャレンジします。で、全部大体できるんですね。というような形で授業を展開しました。はい、以上です。Bien, merci. C'était très bref, bien sûr, mais je pense que ça vous a montré le genre de travail qui peut être fait. Alors, revenons aux enfants de migrants. Dans ce type d'activité, les langues de la famille peuvent être présentes de deux façons. Elles peuvent avoir été prévues par les auteurs du matériel ou être introduites en complément par l'enseignant lui-même en fonction de son contexte. Et à ce moment-là, le matériau linguistique est fourni par les élèves eux-mêmes et par les parents. Notons tout de suite que cela donne du sens et un sens positif à la venue des parents d'élèves migrants à l'école.
Avec de telles activités, même si c'est de façon ponctuelle, on peut appliquer à un public d'apprenants migrants le principe de la mise en relation des nouveaux apprentissages linguistiques, et tout particulièrement de l'apprentissage de la langue du pays d'accueil, avec les compétences linguistiques déjà acquises. Mais le recours à l'éveil aux langues dans des classes où se trouvent des élèves d'origine migrante, et plus généralement des élèves parlant dans la famille des langues socialement dévalorisées, présente d'autres avantages, peut-être plus importants encore. Pour les résumer, je dirais tout d'abord que l'éveil aux langues exprime une reconnaissance et une valorisation par l'école des compétences linguistiques de tous les élèves et banalise, dédramatise les situations de diglossie que ces élèves vivent parfois difficilement dans la honte de leur langue et donc, plus globalement, dans la honte de leur origine. C'est ainsi que toute la classe, y compris les élèves dont la langue est une variété de la langue majoritaire, reconnaît les compétences particulières de l'élève migrant. Les enseignants prennent conscience de l'existence de capacités plurilingues parmi leurs élèves dont ils ignoraient souvent l'existence, car l'école n'invite généralement pas les élèves à exprimer leurs différences, auxquelles habituellement elles ne s'intéressent pas, sauf pour les considérer comme un handicap, alors que l'éveil aux langues et les approches plurielles en général cherchent à les faire apparaître comme des atouts. Pour l'élève, si la différence n'est pas valorisée, montrer sa différence, c'est s'exposer, se mettre en danger. Grâce aux activités d'éveil aux langues, il peut montrer ce qu'il sait et que d'autres ne savent pas et être fier de ce savoir. Cela développe sa curiosité à propos de sa propre langue et peut contribuer à ce que l'apprentissage de la langue du pays d'accueil, ressenti comme nécessaire, ne soit pas ressenti comme un reniement de soi, comme un abandon. On pense ici inévitablement à cette citation de Amin Malouf: « Si celui dont j'étudie la langue ne respecte pas la mienne, parler sa langue cesse d'être un geste d'ouverture, il devient un geste d'allégeance et de soumission. » On trouvera le détail de ces avantages dans d'autres ouvrages que je donne dans mes bibliographies, mais aussi par exemple dans un ouvrage de Claire, 2008, dont le titre correspond bien aux orientations, et dans une brochure récente du Conseil de l'Europe, de Castellotti et Moore, 2010, dont le titre correspond bien aux orientations que je propose ici: valoriser, mobiliser, développer les répertoires plurilingues et pluriculturels pour une meilleure intégration scolaire. Des matériaux didactiques spécifiques à la prise en compte des langues de migrants au sein d'activités d'éveil aux langues ont été développés pendant les dernières années. C'est le cas par exemple pour ce DVD produit par Nathalie Auger, qui présente des activités de classe dans lesquelles l'enseignant propose des activités de comparaison entre langue de migrants et français dans le but de favoriser l'accès à la langue de l'école. Tous les ouvrages et sites présentant des activités d'éveil aux langues peuvent être utilisés au profit des apprenants migrants. Une mention particulière, cependant, pour ce site canadien, Elodil, qui vise entre autres buts celui de faciliter l'entrée dans l'écrit. Les activités d'éveil aux langues sont souvent utilisées avec des enfants de l'école primaire ou maternelle. Récemment, l'équipe plurilinguisme du pôle Innovation en éducation de mon université, de l'Université du Maine, a entrepris de mettre en place des activités au niveau du collège avec une équipe enseignante d'un établissement du Mans dont beaucoup d'élèves sont d'origine migrante. Nous proposons également, depuis 2 ans, des activités d'éveil aux langues en dehors de l'école, en particulier dans des structures extrascolaires telles que les maisons de quartier, les centres de loisirs, où les enfants se retrouvent parfois avec leurs parents pour des activités très diverses. Nous participons aussi, au sein de ces institutions, aux semaines contre les discriminations, en compagnie d'autres associations à but éducatif et social.
Pour conclure, je voudrais évoquer 2 nouvelles directions de recherche et d'intervention pour l'éveil aux langues dans le domaine de l'accueil des migrants, récemment engagées au sein de cette équipe INEDUM du Mans et que je juge particulièrement prometteuses. Il s'agit d'une part du recours à des démarches de type éveil aux langues pour un public d'adultes migrants, apprenant la langue du pays d'accueil, dont Aude Bretenier, c'est ma collègue, se propose d'interroger la pertinence dans une recherche qui porte sur un atelier de langue mené avec des adultes allophones en cours d'apprentissage du français. Dans cet atelier, la pluralité linguistique est sollicitée comme une ressource dans une perspective d'appropriation de la langue cible, qui est la langue d'insertion sociale, le français. Il s'agit d'autre part d'une thèse en cours qui rejoint par divers aspects un croisement disciplinaire récemment établi entre la didactique ou sociodidactique, en l'occurrence l'éveil aux langues, et des approches relevant de la pédopsychiatrie transculturelle. Un numéro très récent de la revue L'Autre, dirigé par Billiez et Moreau, joue à ce propos un rôle inaugural. Il illustre la convergence des éclairages cliniques et sociodidactiques à propos de l'importance de faire vivre là où les langues de première socialisation ou langues maternelles, tant en milieu familial qu'en milieu scolaire, ces langues, celles-ci, étant le socle du développement langagier et identitaire de l'enfant. Dans la thèse dont j'ai parlé, Françoise Leclerc, c'est la collègue, entreprend d'étudier les conditions et effets de l'implication des démarches d'éveil aux langues dans des interventions à visée thérapeutique et préventive à propos de troubles touchant les jeunes enfants migrants et dont l'origine pourrait être liée à une rupture dans la transmission de la langue et de l'histoire familiale. Je vous remercie de votre attention.